Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus encore à votre émission préférée. Nous sommes donc à Kwazampia African TV, donc un programme de notre chaîne d'Omaha. Mesdames et messieurs, nous sommes à Horizon d'Afrique, au studio Thomas Sankara, ici à Omaha, Nebraska. Mon nom est Frank Tucker Eban. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une question assez importante. Horizon d'Afrique, c'est la chaîne où nous parlons de la question africaine sans langue de bois. Je reçois donc aujourd'hui deux invités. Nous avons Monsieur Sosten, nous avons Lassouré Sosten, comparé. Vous êtes entrepreneur. Sosten, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Content de vous avoir. Merci, c'est moi qui suis. Merci encore. Alors, nous avons également notre invité de marque, comme de coutume, correspondant déjà à la chaîne Kwazampia African TV. Nous avons Monsieur Gabriel Maïna. Gabriel, bonsoir. Bonsoir, Franck. Content de vous avoir. Très bien, moi aussi. Comment vous allez? Je vais bien. Très Et bien. vous? Merci, merci. Okay. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous touchons une question assez importante. La question aujourd'hui portera sur cycle des coups d'État militaires en Afrique, qui tire les ficelles et à quand la fin. Alors, Monsieur Sosten Lassouré Comparé, vous êtes entrepreneur ici au Nebraska. La question va directement commencer avec vous. Qu'est-ce qu'un coup d'État d'après vous? Un coup d'État, d'après moi, c'est l'interruption d'un pouvoir politique de manière brutale. Ma définition peut inclure les coups d'État militaires comme les insurrections. Voilà. D'accord. Merci, M. Sosten. Alors, Gabriel, coup d'État, ça vous donne quel sentiment? Ça, c'est quoi un coup d'État d'après vous? Merci pour cette question. Et avant donc de répondre à votre question, j'aimerais quand même saluer ceux qui gèrent ce studio et vous remercier de m'avoir associé donc à cette réflexion sur la problématique des coups d'État en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'un coup d'État? Bon, la notion du coup d'État a évolué dans l'histoire politique. Au XVIIe siècle, la notion du coup d'État, le coup d'État, a joui d'une considération, d'une très bonne considération. Donc, on considérait que le coup d'État était une réaction à un danger. À cette époque, l'on considérait que la raison d'État devrait s'affranchir des lois du pays lorsque l'État était en danger. Et en raison donc du salut de l'État, il fallait donc faire le coup d'État. Et le coup d'État était une mesure du roi pour rétablir l'ordre. La doctrine moderne condamne systématiquement le coup d'État, considère que le coup d'État, c'est la prise illégale, brutale et brusque du pouvoir par l'armée et aussi par une autorité politique et peut-être un accord soutenu par l'armée. Et un coup d'État aussi peut intervenir, comme nous l'avons vu au Mali, à l'initiative du peuple, ou avec le concours du peuple, ou une fraction du peuple. D'accord. Alors, merci encore, Gabriel. Très rapidement, pour la gouverne de notre téléspectatorat, donc la semaine dernière déjà, nous avions célébré les 33 ans d'anniversaire du capitaine, du décès du capitaine Thomas Sankara, qui avait certainement déjà marqué l'Afrique, d'ailleurs, en arrivant au pouvoir avec, on va dire, un coup d'État dans ce sens-là, si je ne me trompe pas. On va essayer de poser la question de savoir pourquoi toujours des coups d'État en Afrique. Est-ce que le changement tant attendu en Afrique sera toujours justifié par des coups d'État? Est-ce que c'est ça la solution pour l'Afrique aujourd'hui? Oui, vous savez, naturellement, la doctrine moderne, comme la doctrine politique moderne condamne les coups d'État. On considère que c'est une interruption illégale et brutale du pouvoir. Mais en réalité, il y a certains coups d'État qui sont salutaires. Vous avez parlé de Thomas Sankara. Je pense que pour Thomas Sankara, c'était un coup d'État salutaire, parce que ça a permis d'orienter la politique du pays dans la direction de servir le peuple. Donc, aussi d'alimenter ou de construire, de consolider la souveraineté du pays. Donc, à cet effet, moi, je pense qu'il y a des coups d'État qui sont salutaires.
Mais les coups d'État, est-ce une solution pour les pays africains? Je ne pense pas que ce soit une solution. Elle ne peut qu'une solution temporaire. Et je pense que la solution serait ceci. D'abord, d'identifier parfaitement les causes des coups d'État. Pourquoi les coups d'État interviennent? Pourquoi l'armée est obligée d'intervenir en guise d'arbitre? Pourquoi? Donc, si nous nous posons ces questions, la classe politique dans son ensemble devrait normalement s'asseoir autour d'une table pour faire les états généraux de l'État et effectivement voir les goulots d'étranglement et essayer de les lever d'un commun accord, un consensus national au niveau de tous les pays africains peuvent permettre de mettre en place un système qui correspond effectivement aux réalités historiques de nos pays. Sans que si cela n'est pas fait, si nous continuons donc à importer des concepts d'ailleurs, parlant de la démocratie, c'est bien entendu, aujourd'hui les coups d'État pullulent partout. Et vous voyez, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez aussi, et en Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau, vous avez les îles Sao Tomé, Principe, et vous avez, par exemple, la Mauritanie a connu plusieurs tentatives de coup d'État. Le Burkina Faso de même. Bon, il y a des remous politiques au Sénégal, et la Côte d'Ivoire connaît une instabilité politique depuis 2002, jusqu'à maintenant, bien entendu. Donc, le choix que nous avons opéré, la démocratie que nous avons tout simplement pris à bras le corps, sans aucun discernement, sans contextualiser le concept lui-même, par rapport à nos réalités historiques, par rapport à nos mœurs, par rapport à nos cultures, et on comprend très bien que la démocratie produit des troubles sociopolitiques et établit donc un certain, comment dirais-je, exacerbe le tribalisme, le régionalisme, et puis délapre complètement les mœurs. Et cela, tout le temps, ça ne veut pas dire que nous sommes réfractaires, nous, Africains, noirs, nous sommes réfractaires à la démocratie. Mais c'est tout simplement la façon dont nous avons accueilli cette démocratie, qui est d'ailleurs liée à l'aide publique, au développement. Parce que quand on se rappelle le discours de la Baule de François Mitterrand, il a dit ceux qui accepteraient donc de mettre en place une certaine démocratie, enfin la liberté et tout ça là. Bon, notre démocratie, enfin notre aide publique sera soit tiède, soit enthousiaste, selon la façon dont la démocratie est appliquée. Donc c'était une nouvelle conditionnalité à l'aide publique de développement. Et ça, ce n'est pas tolérable. Et tout de suite, une certaine classe politique en Afrique a déversé la jeunesse dans les rues. Et on a commencé par casser, brûler. Et ça, c'était la démocratie. Et jusqu'à présent, nous y sommes. Nous y sommes parce que nous avons déjà engagé un mauvais départ. D'accord. Alors, très rapidement, Sostène, je vais revenir sur cette question. Gabriel a justement mentionné que la démocratie, telle qu'elle a été présentée à ces peuples africains, à ces États africains, pourrait, on va dire, être à l'origine même de ces coups d'État-là qui arrivent en Afrique. D'abord, est-ce que vous pensez que le coup d'État, qu'il existe des coups d'État salutaires? Est-ce que démocratie, coup d'État, ça rime? C'est une question quand même difficile à répondre, il faut le reconnaître. Parce que, un peu comme Gabriel l'a mentionné, actuellement, de manière systématique, les coups d'État sont à condamner. Maintenant, est-ce qu'il y a des coups d'État salutaires? Ça me rappelle un peu un des intellectuels burkinabés qui, effectivement, dans une de ses interventions, disait qu'il y a de bons coups d'État. Et j'aurais des difficultés pour ne pas reconnaître que quelque chose de positif peut sortir d'un coup d'État. Mais la violence en elle-même, naturellement, est à condamner. Et Gabriel a mentionné le cas de Thomas Sankara, qui est le cas, je dirais, le cas d'école.
qu'on peut considérer, qui a été, j'allais dire, un coup d'État sans effusion de sang, il faut le reconnaître et c'est à saluer, bien qu'au plus tard, dans l'exercice du pouvoir, il ait été, à un certain moment donné, confronté à des situations où on a enregistré un peu de violence. Ça, c'est à regretter. Mais dans l'ensemble, on peut reconnaître que l'œuvre du capitaine Thomas Sankara est à saluer, bien que c'est venu d'un coup d'État. D'accord, merci encore, Sostène. Alors, je vais revenir avec vous, Gabriel. Lorsqu'on fait une analyse un peu de ces coups d'État en Afrique, il y a souvent un acteur qui moi, personnellement m'intéresse toujours, c'est l'Union africaine. Alors, l'Union africaine, aujourd'hui, pourrait-on dire qu'elle reste aussi impuissante à gérer ces coups d'État en Afrique? Pourquoi est-ce qu'un coup d'État au Mali laisserait le peuple ivoirien ou le peuple on va dire, sénégalais indifférent? Pourquoi cette indifférence-là? Pourquoi ces pays voisins en Afrique n'arrivent pas souvent à se mêler un peu des affaires des autres dans le sens d'éviter le coup d'État ou la violence qui éventuellement cause une instabilité dans la région? C'est quoi pour vous le rôle de l'Union africaine dans la gestion de ces coups d'État? Bon, pour moi, l'Union africaine, c'est l'appendice, comment on appelle ça? Une succursale, autrement dit, le bras prolongé de l'Union européenne. C'est le bras prolongé de l'Union européenne. Comment ça? Pour moi, évidemment, l'Union africaine n'est pas indépendante. Pour ses subsides dépendent de l'Union européenne. Vous le comprenez, vous le savez. Ce n'est pas nouveau. Donc, même sur des questions, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je n'entends pas du tout l'Union africaine. Ce qui se passe au Mali, je n'entends pas du tout l'Union africaine. Mais si c'est pour intervenir, c'est pour s'aligner effectivement sur la position des grandes puissances de l'Occident. Et très souvent, c'est le cas. Donc, pour ma part, je ne compte pas du tout sur l'Union africaine pour régler les conflits internes. Pour que l'Union africaine puisse avoir ce pouvoir, elle doit être refondée. Elle doit être refondée, pas telle qu'elle est en ce moment. Bon, alors, vous avez parlé d'indifférence des autres peuples voisins. Moi, je ne pense pas qu'il y ait indifférence. Non, je ne pense pas. Si nous regardons le cas du Mali, je crois que le cas du Mali, le peuple a été soutenu par les autres peuples voisins. Mais tout simplement, vous confondez certainement, faites un amalgame avec les syndicats des chefs d'État, mais qui se sont insurgés contre ce coup d'État. Bon, évidemment, il faut les comprendre. Il faut comprendre la CEDEAO. Bon, vous savez, Sam, et je dois rappeler qu'en 2001, la CEDEAO s'est réunie à Dakar, mais pour mettre en place ce qu'ils ont appelé un protocole additionnel. Ce protocole additionnel s'occupe de quoi? C'est-à-dire doit consolider l'état de droit, doit promouvoir la démocratie, vous comprenez? Donc, et doit définir, et a défini d'ailleurs, les rapports entre les forces de l'ordre et de sécurité et le pouvoir politique. Voyez-vous? Et je crois que, bon, en le faisant, ils sont basés tout simplement sur quelque chose de très simple, sur un principe, deux principes. Tout d'abord, que les militaires, l'armée, n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires publiques. Enfin, disons, ne doit pas prendre position. L'armée doit être totalement subordonnée au gouvernement civil. Et puis le deuxième principe, c'est que l'armée doit, de façon absolue, être loyale au gouvernement civil. Donc, en se fondant donc sur ce protocole d'accord que eux-mêmes ils avaient fabriqué, compte tenu, pour se protéger d'ailleurs, en réalité, pour se protéger donc, ils ont choisi donc d'adopter
la ligne dure, extrêmement dure, contre le peuple malien. Je dis bien contre le peuple malien. Ce n'est pas contre le groupe de patriotes, de militaires, de fonctionnaires qui sont patriotes, mais c'est contre le peuple. Parce qu'en fait, c'est à l'initiative du peuple malien que c'est par les revendications du peuple malien que Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné. Donc c'est contre, effectivement, pour imposer des sanctions. Des sanctions. C'est une honte pour l'Afrique. Lorsque la CEDEAO s'est comportée de cette façon. Des sanctions extrêmement dures contre le peuple. Il s'agit bien de cela, contre le peuple malien. Donc c'est eux qui sont défendus. Ils ont défendu leurs intérêts. Mais c'est quand même une hypocrisie. J'ai noté là une grande hypocrisie. Parce que pendant le même temps, il y a deux d'entre eux qui sont en train de procéder à des coups d'État constitutionnels. Il a parlé effectivement des coups d'État. Ce n'est pas seulement des coups d'État par l'armée, il y a des coups d'État constitutionnels, il y a des putschs électoraux. Ça correspond à des coups d'État. Parce que ça débouche sur quoi? Sur des violences, sur les troubles sociopolitiques. C'est de ça qu'il est question. Mais je ne pense pas que c'est les peuples qui sont indifférents. Non, c'est plutôt les chefs d'État, mais qui veulent absolument maintenir leur position. Malgré ce que Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire, personne. Vous voyez comment les gens passent, les délégations passent en Côte d'Ivoire pour caresser dans le centre le poil Alassane Ouattara. Il appartient au peuple ivoirien de prendre son destin en main. C'est tout. Alors, Sostène, je vais revenir avec vous sur un autre aspect de cette question-là. On avait déjà parlé ici une fois de la nécessité d'une alternance, de la nécessité d'une alternative en lieu d'une alternance politique en Afrique. Alors, pensez-vous que ces coups d'État-là en Afrique, ils servent nécessairement les intérêts d'une alternance ou une alternative politique en Afrique? Est-ce que ces peuples-là qui soutiennent, on va dire, ces leaders militaires pour renverser un pouvoir sont suffisamment préparés pour une alternative ou c'est juste un coup d'émotion, on va dire? Il faut noter une chose. Les coups d'État, en vérité, ne se passent pas avec un pouvoir qui a, j'allais dire, l'onction du peuple. D'accord. Voilà. Et les coups d'État arrivent généralement dans des contextes où le pouvoir a des difficultés de remplir et de satisfaire les besoins du peuple. Et ce n'est que seulement au moment où il y a des failles que l'armée profite pour prendre le pouvoir. Parce que tant qu'il n'y a pas une opportunité, l'armée n'ose pas prendre les armes pour prendre le pouvoir. Donc, il faut essayer de comprendre cela. Maintenant, est-ce que les coups d'État constituent une alternative? Je dirais pas vraiment. Parce que l'exemple que nous avions eu de plusieurs coups d'État, à quelques exceptions près, ça n'a pas constitué l'alternative. Parce qu'après le coup d'État, on a eu des situations pires que celles que les populations ont décriées, qui ont engendré le coup d'État. Donc, il faut naturellement que chaque pays ou chaque, j'allais dire, structure au sein des pays ou les structures sous-régionales ou, par exemple, il a mentionné l'Union africaine ou la CEDEAO, essaient de revoir comment est-ce qu'ils peuvent traiter les cas de coup d'État. Et Gabriel a mentionné des cas patents où généralement les grouilles populaires commencent et ces institutions-là, populairement ou j'allais dire publiquement, ne font pas un travail pour contraindre ces dirigeants-là afin de répondre aux demandes de la population. C'est quand l'armée vient à mettre fin à ce pouvoir qu'il vient dire non, nous ne voulons pas des coups d'État. Mais il faut travailler à les prévenir. Et quand on va à la grogne générale,
c'est en ce moment qu'il faut commencer à faire des choses. Il ne faut pas attendre, comme on le dit chez nous, que l'éléphant rentre dans la chambre pour commencer à voir comment le faire sortir. D'accord. Merci encore, Sostène. Alors, Gabriel, je reviens rapidement avec vous. Lors d'un de ses discours, déjà, sur la question africaine, le président Barack Obama disait, ou mentionnait déjà que l'Afrique avait besoin d'institutions fortes et pas d'hommes forts. Ça vous dit quoi? C'est quoi votre sentiment à cette phrase-là? Mais je crois que Barack Obama a raison de le dire. En fait, encore une fois, on ne peut pas construire des institutions fortes avec des emprunts sur la culture de l'autre. Ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi je dis que, mais il est important que la classe politique dans son ensemble abandonne la façon dont nous fonctionnons. Je pense que nous avons un problème. Et le vrai problème, la vraie difficulté, c'est que nous ne sommes pas encore des États souverains. La souveraineté dont nous parlons souvent est une fiction. Et puis, en plus de cela, nous sommes complètement dominés par une aliénation phénoménale. Les deux conditions suffisent effectivement à ne rien produire pour nous-mêmes, fondées sur nos valeurs, fondées sur notre histoire, nos mœurs. Parce que les institutions, si nous calquons nos institutions sur celles de l'Europe, d'ailleurs, lesquelles institutions ont été fondées, sorties de leur histoire, de leur évolution normale. Et si nous continuons à copier tout simplement, regarde avec quand la démocratie a déclenché, le processus de démocratisation a déclenché dans les pays africains. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, on a monté avec l'inspiration ou avec les conseils effectivement de l'Occident. Des conférences nationales se sont organisées ça et là. Et pour faire quoi? On aurait pensé qu'en se réunissant, qu'ils pouvaient effectivement commencer à travailler sur le concept de la démocratie. Contextualiser ce concept de manière à en sortir les règles du jeu et les institutions qui doivent animer la vie politique du pays. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été tout simplement de prendre la constitution de la Ve République de la France et de la copier tout simplement. Et de dire séparation des pouvoirs, mais il n'y a jamais eu de séparation des pouvoirs quelque part. Donc le problème, c'est que pour que nos institutions soient fortes, véritablement, comme Barack Obama l'a dit, elles doivent respirer ce que nous sommes réellement. Oui. Elles doivent respirer ce que nous sommes réellement. Si elles respirent quelque chose d'autre que nous-mêmes, elles ne peuvent jamais être fortes. C'est-à-dire, lorsqu'elles respirent quelque chose que nous sommes, effectivement, elles vont avoir l'adhésion populaire. Tout le monde sera amené à respecter. Prenons le cas de la Chine. La Chine n'a pas commencé à bâtir son système politique en empruntant l'Occident. La Chine s'est fermée. C'est fermé. Et je crois qu'elle a fait sa renaissance. Et quand elle a fondé maintenant un système solide, capable de résister aux agressions extérieures, elle s'est ouverte. Et cela en 1970 seulement. D'accord. Alors très bien, rapidement, justement, je vais vous ramener la question. Rebondir sur quelques éléments que Gabriel a mentionnés. J'ai aimé quand il a dit qu'il faut que les institutions respirent ce que nous sommes. Là où je dirais que je ne suis pas suffisamment d'avis avec lui, son interprétation de deux éléments. C'est le discours de Barack Obama qui a parlé des institutions fortes au lieu des hommes forts. Je pense que là, il va falloir que nous définissions ce que c'est qu'un homme fort et une institution forte. Quand on prend le cas des États-Unis, est-ce que les États-Unis ont connu des hommes forts? Bien sûr. Jefferson a été un homme fort. Oui. Lincoln a été un homme fort. Ce sont les hommes forts de cette trempe-là qui construisent les institutions fortes pour l'avenir d'une nation. Les États-Unis constituent, j'allais dire, une puissance mondiale
pour la simple raison qu'ils ont pu structurer leur société qui répondent effectivement à leurs aspirations. Ça respire, comme Gabriel l'a dit, ce qu'ils sont. Exact. Nous avions besoin de cela. Donc, homme fort, institution forte, revenons à cette définition avant de voir ce que nous voulons. Sinon, on a effectivement besoin des institutions fortes pour maintenir le pays au cas où il y a des velléités de certains individus à virer. Mais tant qu'on n'a pas eu d'hommes forts de la trempe de Jefferson et de ses camarades qui ont construit le pays et ont mis en place des institutions fortes, on n'y arrive pas aux institutions fortes. Thomas Sankara, par exemple, dont on a parlé aujourd'hui, était un homme fort qui travaillait pour des institutions fortes. Voilà. Alors, je pense que... je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Très rapidement, Gabriel, le temps nous est imparti rapidement. Ce que je voudrais dire, en fait, bon, il a vraiment raison parce que quand nous avons parlé de la Chine, il a fallu Mao, c'est un homme fort, pour fonder la Chine. C'est à cause de lui, c'est grâce à lui d'ailleurs que la Chine a pris cette dimension aujourd'hui. Donc il faut commencer, il faut absolument un homme fort. Il faut quelqu'un qui a une vision pour son pays ou pour son peuple. D'accord. Donc ça n'exclut pas cela en tout cas. D'accord. Alors très rapidement, on va tous se quitter sur cette question. On a demandé, on a cherché à savoir que sans langue de bois, qui tire les ficelles dans ces coups d'État en Afrique? Sans langue de bois, très rapidement. Mais pour moi, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Bon, je vais tout simplement citer des exemples. Sylvanus Olympio. C'est le premier coup d'État après les indépendances militaires. Sylvanus Olympio qui voulait créer la monnaie, qui ne voulait pas effectivement accompagner les choses de la France dans ses errements. Bon. Et ce qui est encore, Sékou Touré. Ce qui est encore Modibo Keïta. Qui est encore Lumumba. Bon. Tous ces gens avaient une vision pour le pays. Ils voulaient construire leur pays. Ils voulaient effectivement la souveraineté. C'est pour cela qu'ils luttaient. D'accord. Et ils considèrent ça comme étant une atteinte. D'accord. Très rapidement, Sostène, qui tire les ficelles sans langue de bois? Rapidement. Oui. Je ne suis pas vraiment d'avis avec ce que M. Gabriel vient de mentionner. Tous les exemples qu'il a cités sont des exemples des années 60 à 90. En ce moment, oui, on peut reconnaître qu'il y avait de la mainmise des puissances étrangères derrière certains coups d'État. Est-ce que c'est le cas avec le coup d'État de Thomas Sankara? Non. La question reste. Non. D'accord. Si je peux terminer. Donc, si je peux terminer. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Le cas du Mali, ce n'est pas non plus le cas. Donc il faut reconnaître que nous sommes à un moment de l'histoire où les Africains ont compris et commencent maintenant à prendre leurs responsabilités par rapport à leur destinée. Et quand il a parlé de « on n'est pas indépendant », on est indépendant. C'est à nous de le gérer et de le faire valoir. D'accord, très merci. Alors, chers téléspectateurs, merci encore une fois de plus. Nous étions donc à Horizon d'Afrique. Mon nom est Franck Tucker-Eban. Nous avons donc discuté aujourd'hui de la question des coups d'État en Afrique, qui tirent les ficelles et à quelle fin. J'ai reçu donc aujourd'hui M. Lassouré Sostène Compaoré d'Omaha, entrepreneur, et également notre invité Gabriel Maïna. Gabriel, merci. Sostène, merci. D'accord? Merci. Merci, à la prochaine. C'est nous qui vous remercions. Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Horizon d'Afrique, une émission de la chaîne Kwazampia African TV. Nous sommes basés à Omaha, Nebraska. Nous passons les mardis à 21h30 et les samedis à 12h30. Une fois de plus, connectez-vous pour vos questions africaines sans langue de bois.